Bonjour à tous, merci d'être venus pour cette conférence sur l'omnicanal, les 5 scénarios à mettre en place pour optimiser vos ventes. Donc, je suis Nicolas Giard, je suis le directeur général de la société Connexence et donc accompagné de Benoît Venière qui est en charge chez nous du développement de nos solutions CRM qui permettent effectivement de mettre ensemble en place ce genre de marketing. Voilà. Donc on n'est pas là pour parler d'omnicanal, mais juste avant de démarrer, et c'est toi qui as le dispositif. Juste avant de démarrer, moi j'ai une question pour vous, toute simple normalement, il y a au moins une réponse évidente. Je voudrais vous demander ce qu'ont en commun, à part le succès, parce qu'ils ont du succès, c'est clair, Amazon et Apple. Est-ce que quelqu'un, alors c'est difficile, hein, on est dans un salon, est-ce que quelqu'un va oser proposer une réponse? Il y en a une évidente. Ils sont américains, très bien. Allez, celle-ci est évidente. C'était pas tout à fait celle à laquelle je pensais. Vous auriez pu dire tous les deux commencent par un A. Celle-ci, je l'attendais. Normalement, on la trouve assez facilement. C'est pas tellement ça. Nous, ce qui nous intéresse quand on parle de ces deux sociétés, c'est qu'ils ont effectivement des clients très très fidèles, les deux. Donc là, ce que vous voyez, c'est un fan Apple, donc on a tous l'habitude de voir ces images devant les Apple Store, effectivement. Lui, tout content d'avoir son iPad. Il n'y a pas beaucoup de sociétés qui peuvent se targuer d'avoir des clients qui se collent des autocollants sur le front en disant « Super, j'ai mon produit Connexence ». Nous, ça nous arrive rarement, faut le reconnaître. Et Amazon en dessous, Amazon qui a été, je crois, pour la 4e année consécutive, reconnu comme le meilleur site par les internautes au e-favori de la FEVAD. Donc qu'est-ce qu'ils ont ces deux-là de plus que les autres? Qu'est-ce que Tim Cook, qu'est-ce que Jeff Bezos ont réussi à faire? Alors, Tim Cook, il a repris une activité d'un autre génial manager, mais c'est effectivement, ils ont réussi à créer les conditions de la fidélité et de l'engagement des clients. Et c'est de ça dont on voudrait vous parler aujourd'hui, c'est-à-dire comment peut-on, nous aussi, avoir des clients aussi fans de nos marques que peuvent l'être les clients d'Amazon, et comment, en tant que marketeur, on peut être aussi malin que Jeff Bezos pour mettre en place des outils, des dispositifs, un marketing relationnel qui va générer effectivement la fidélité et la rentabilité de la société. Donc on est vraiment là pour parler de ça, et on parle de fidélisation et de performance. C'est vrai que quand on parle de distribution, qu'elle soit multicanal, omnicanal, tout ce qu'on veut, effectivement, on va souvent penser à des modèles de distribution classiques basés sur l'acquisition de clients, le trafic. Alors particulièrement dans les e-commerce, mais c'est vrai aussi dans la distribution magasin. L'objectif, c'est faire du trafic, générer un maximum de personnes sur le lieu de vente, que ce soit un site web ou effectivement un magasin, et générer des ventes. On est dans un marketing très transactionnel, objectif, faire des ventes. Et on recommence, et on recommence, et on recommence. Et en fait, ce qu'on voit, c'est que dans ces modèles-là, on en parlera juste après, assez peu de place est fait effectivement à la relation au long terme avec les clients. Ici, et c'est quelque chose qui est en train de changer, vous avez ici une citation de McKinsey qui dit « Les entreprises ou sites de e-commerce qui déploient les meilleures pratiques en matière de connaissance du client affichent des taux de croissance annuels moyens significativement supérieurs. » Pourquoi? Parce que déjà, en connaissant mieux leurs clients, ils peuvent générer un trafic de meilleure qualité, en meilleure adéquation avec leur offre, mais aussi en connaissant les clients, ils peuvent mieux les servir et donc les inciter à revenir. Voilà. En un mot, vraiment, qui on est nous, Connexence? On est une société spécialisée dans le marketing des bases de données. On accompagne des distributeurs multicanaux, aussi bien dans des phases de conquête que des phases de fidélisation de clients. Et on le fait effectivement à travers 3 outils. Le premier outil, c'est un référentiel de consommation. Aujourd'hui, on a dans nos bases de données, on analyse régulièrement des bases de données. On va avoir 20 millions de foyers et on a leurs achats dans un environnement qui pèse à peu près 3 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Donc une vraie connaissance autour du comportement d'achat basé sur des transactions. Le deuxième atout, effectivement, c'est qu'on a une équipe d'experts, on a de la modélisation, donc c'est vraiment des modèles statistiques appliqués au multicanal. Et le troisième point, on a des outils, on met à disposition des entreprises des outils, aussi bien pour la conquête, mais surtout sur notre ADN, la fidélité. Donc, ce qu'on voudrait évoquer avec vous ce matin, avant de parler spécifiquement des 5 scénarios, c'est les replacer dans un contexte et c'est les placer dans le contexte de la fidélisation et en particulier le e-commerce et la fidélisation.
Donc, on peut commencer par une citation, alors que je trouve très provocante. C'est la citation qui était faite par Gauthier Picard, cofondateur et PDG de Rue du Commerce. Il a dit, il n'y a pas très longtemps, c'était après l'été dernier, donc le 7 septembre. Certains d'entre vous ont peut-être lu cette interview. Et dans une interview au Journal du Net, il dit tout simplement: le modèle actuel de la vente en ligne ne peut être rentable. Les sites doivent-ils poursuivre leur course au chiffre d'affaires ou au contraire travailler davantage leur rentabilité? Ça, c'est quelque chose qui, à mon avis, marque un petit peu, marque un tournant dans les pratiques du e-commerce et de la distribution. Gauthier Picard, c'est Rue du Commerce, c'est une société qui existe depuis longtemps. On ne peut pas dire que ce soit des novices en termes de e-commerce, en termes de marketing. Et pour que quelqu'un comme ça dise ce n'est pas rentable, c'est effectivement qu'il constate, qu'est-ce qu'il constate? Il constate effectivement que la course au chiffre d'affaires, être de plus en plus gros à la part de marché, ne s'accompagne pas nécessairement de la rentabilité financière, et que si toutes ces sociétés n'étaient pas avec des fonds derrière eux pour soutenir des investissements de plus en plus lourds et une rentabilité qui n'est toujours pas au rendez-vous, bah, ces sociétés auraient peut-être disparu. Et ce que dit Gauthier Picard, c'est qu'il est temps de changer peut-être de vision et d'introduire, ça c'est peut-être la traduction que nous on va en faire, c'est d'introduire dans des dispositifs qui sont très largement des dispositifs transactionnels de trafic, un petit peu de connaissance client, un petit peu de fidélité pour enfin trouver de la rentabilité. Donc ce graphique que vous connaissez, qui est très classique, hein, du suspect à l'avocat. Donc en fait, c'est montrer effectivement que le client va passer d'un stade de prospect à un stade d'acheteur convaincu. Tout en haut, l'acheteur convaincu, bah, c'est le petit gars qui sort de l'iPad avec son autocollant sur le front. On aimerait tous en avoir là. Mais en fait, on s'aperçoit que ce qui est dans ce carré bleu, en fait, est assez peu travaillé par le e-commerce et assez peu travaillé par la distribution de façon générale. On est plutôt sur les phases de conquête, et puis l'acheteur essayeur, de temps en temps, on essaie d'avoir un deuxième achat, mais assez peu d'intelligence marketing, assez peu d'outils, assez peu de scénarios pour pouvoir travailler tout ce qui est dans le carré bleu et faire que un acheteur occasionnel devienne un acheteur fidèle et demain, effectivement, un acheteur convaincu qui va porter la bonne parole, et en particulier aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Alors, une illustration très très concrète, et on est sur des chiffres qui sont des chiffres réels, en tout cas dans les proportions. Ce que je vous propose de regarder ici, c'est le cas d'un site de e-commerce et qui a une analyse de la performance de son trafic. Donc l'histogramme de gauche, c'est l'acquisition. Donc vous avez ici, pour 100% des ventes générées sur mon site web, quelle est la source de trafic, quelle est la contribution de chacune des sources de trafic. Donc vous voyez que la première source de trafic, c'est les comparateurs, c'est le bleu clair. Et puis vous avez l'email, vous avez le référencement naturel et ainsi de suite. Donc ça, ce sont des indicateurs quand on est un responsable d'un site de e-commerce, quand on est un responsable même d'un magasin, ce sont des indicateurs qu'on a l'habitude de compter tous les jours, tous les matins et même plusieurs fois par jour pour vérifier où est-ce qu'on en est. Très rarement, on se pose la question de dire, bah, tiens, sur cet indicateur de trafic temps 1, est-ce que je peux rajouter une dimension qui serait la dimension de la fidélité? Et c'est le graphique de gauche. C'est-à-dire que pour 100% des clients qui sont venus une fois et qui ont acheté une deuxième fois, donc celui de droite, excusez-moi, c'est les clients fidèles, d'où venaient-ils lors de leur premier achat? Et vous apercevez dans ce graphique que, par exemple, 50% des premiers achats sont générés par les comparateurs de prix. Or, le comparateur de prix ne génère que 25% des clients fidèles. Ce n'est pas surprenant. Un client qui vient sur un comparateur de prix, il attache assez peu finalement d'importance à l'enseigne, il est venu chercher un prix. Vous l'aviez ce coup-ci, demain c'est peut-être pas forcément vous qui aurez le meilleur prix. Donc on comprend bien. A contrario, le référencement naturel qui est en rouge, qui fait 20% du trafic initial, fait pratiquement 45% de la fidélité. Donc vous voyez bien que quand on introduit effectivement une notion de fidélité dans des indicateurs de performance trafic qu'on a l'habitude d'utiliser, bah les choses s'éclairent complètement différent. Cette simple analyse que peu de gens réalisent, en tout cas nous on voit peu de gens la réaliser, et bah effectivement vous permet déjà au niveau du trafic de mettre votre investissement pas simplement sur le premier temps, mais aussi sur la fidélité. Bah, ok, le comparateur de prix ou l'emailing, ça pèse pas beaucoup, j'aurais tendance à le supprimer, mais surtout pas, parce que lui, il me génère la fidélité qui demain va générer la profitabilité de l'entreprise. Alors, autre chose aussi, toujours pour parler de fidélité,
Vous avez ici l'analyse un site web sur 5 ans. Donc de 2007 à 2011, c'est des chiffres qui ne sont pas tout à fait ceux-là, mais les proportions restent intéressantes. Donc en rouge, vous avez le nombre de clients nouveaux. En bleu, vous avez le nombre de clients qui étaient chez moi déjà l'année dernière. Donc en 2011, ce site web constate que 11% de ses clients avaient acheté en 2010. En 2010, c'était 9%. En 2009, c'était 11%. En 2008, c'était 8%. Donc grosso modo, une fidélité naturelle de 8 à 10, 11%. Assez stable. On se dit, bon sang, moi mon business, c'est quand même un business d'acquisition, c'est clairement pas un business de fidélisation. Ce qu'on a fait avec ce site, c'est qu'on a regardé, bien sûr, qui était là l'année dernière, mais qui était là l'année d'avant, et l'année d'avant, et l'année d'avant. Et là, d'un seul coup, vous apercevez que les chiffres changent complètement, parce qu'en 2011, il y en a 11% qui étaient là en 2010, il y en a 6% qui étaient là en 2009, il y en a 4% qui étaient là en 2008, et il y en a 2% qui étaient là en 2007. Donc, naturellement, il y a déjà 23% des clients de l'enseigne qui étaient déjà connus, et sur lesquels cette enseigne n'avait rien mis en œuvre particulièrement. Et d'ailleurs, elle ne les voyait pas. Elle voyait les 11% nouveaux cette année par rapport à l'année dernière. Elle ne voyait pas les 12 autres pourcents. C'est énorme, les 13 autres pourcents. La question qu'on va se poser maintenant, c'est ça se passe tout seul. J'ai rien fait, ça se passe tout seul. Qu'est-ce qui pourrait se passer si je me mettais à engager un dialogue avec ces 23%? Est-ce que l'année prochaine, il ferait encore 23% ou est-ce que ça monterait à 30%? Est-ce que ça monterait à 40%? Et ces gens-là, les 6, les 4, les 2, ce sont des gens qui sont venus dans le passé, qui ont apprécié ma marque, qui sont revenus 1 fois, 2 fois, 3 fois. C'est eux qui ont effectivement la capacité de générer la rentabilité que je ne trouve pas encore aujourd'hui dans l'acquisition. Et c'est vraiment de ça dont on veut parler. Et c'est vraiment, à travers les scénarios qu'on va voir tout à l'heure, c'est de dire comment je peux engager le dialogue avec mes clients, un dialogue personnalisé, automatique, parce qu'on est quand même dans le domaine du B2C, donc quand on a des centaines de milliers, voire des millions de clients, on ne va pas les adresser au téléphone un par un. Donc comment je peux exploiter tout ce terreau, toute cette intelligence. Donc pour résumer un petit peu le propos, vous avez ici une citation qui est bien connue, qui dit « Revenue is vanity, profits are sanity, cash is king ». Grosso modo, que dit Gauthier Picard? Gauthier Picard, il dit « On est un petit peu… » Alors, peut-être qu'il ne le dirait pas comme ça, ou en tout cas, comment j'interprète ses propos. « Revenue is vanity », c'est la course au volume. D'accord? Donc, je veux faire du chiffre d'affaires, je veux faire du chiffre d'affaires, je veux être le plus gros, je veux avoir une part de marché importante. Ouais, mais ce qui est important, c'est le cash. Et à la fin, ces sociétés-là, elles n'ont pas de cash. Elles consomment encore beaucoup de cash et ça fait des années que ça dure. Même Amazon, qui pourtant est énorme, ne gagne pas beaucoup d'argent, voire même n'en gagnait pas l'année dernière. Des sites énormes comme Pixmania, qu'on connaît, qui font 800 millions d'euros de chiffre d'affaires, qui sont présents dans plein de pays, ont perdu l'année dernière 25 millions. C'est des sociétés publiques, c'est des chiffres connus. Donc comment on fait pour aller gagner un petit peu d'argent? Nous, et c'est le prochain, la réponse, c'est de dire loyalty is cashback. Cashback, on en entend beaucoup parler sur le web, mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que j'ai énormément investi pour faire du revenu, pour avoir mes premiers clients, mais c'est grâce à la fidélité de ces premiers clients que je vais, moi, en tant que marketeur, en tant qu'enseigne, avoir un cashback sur tout cet argent grâce à la fidélité. Voilà. Donc la question, c'est comment est-ce qu'on peut engager ces clients et augmenter leur fidélité pour retrouver, comme sur la slide suivante, nos clients type Apple. Voilà. Peut-être un petit mot, avant de passer la parole à Benoît, sur la notion d'omnicanal. La conférence, effectivement, parle d'omnicanal. Alors, l'omnicanal, c'est un terme qui est assez nouveau. Il remplace un terme qui était le cross-canal, qui remplaçait lui-même un terme qui était le multicanal et qui parlait encore hier d'autres choses. Alors, vous aurez sans doute remarqué que dans le village du marketing client, du marketing digital, on aime bien créer des mots un petit peu savants tout le temps. Et la nuance, honnêtement, la nuance entre multicanal, cross-canal, omnicanal, elle est un petit peu compliquée à voir. Il y a une chose qu'il faut retenir, c'est que c'est un chemin qui est en train de se passer d'une vision du client, on va dire le multicanal, c'était j'ai plusieurs canaux et j'essaie de m'adresser sur tous mes canaux à mes différents clients. Je ne les reconnais pas encore. Le cross-canal, c'était de dire, bon, j'invite un client
à venir dans mon enseigne à travers plusieurs canaux. Donc je donne une vision de tous mes canaux et j'essaie de faire en sorte que mes canaux se parlent un minimum vis-à-vis de mon client. L'omnicanal, c'est vraiment cette tentative de dire j'ai une vision, moi, de mon client à travers tous les canaux. Et les canaux deviennent une commodité de la relation entre le client et l'enseigne. Et c'est dans ce cadre-là qu'on va essayer de voir comment on peut, à travers des scénarios, engager son client à travers le dialogue. Merci Nicolas. Alors effectivement, l'enjeu, ça va être de nouer un dialogue individuel et personnalisé avec vos clients. Alors la première question, ça va être de se dire comment on va faire. Alors Connexence était présent au Retail's Big Show, peut-être on m'entend mal, au Retail's Big Show donc, qui a eu lieu mi-janvier dernier. Et donc il y a eu différents chiffres qui ont été donnés, différentes analyses qui ont été données. Et le premier, on va dire, c'est la proportion entre le chiffre d'affaires rapporté par les boutiques physiques par rapport au online. Et là, bon, il y a quand même une constatation à faire, c'est que la grande majorité est encore apportée par les boutiques physiques. Donc même si l'omnicanal, même si le multicanal et le online sont des préoccupations d'aujourd'hui, le chiffre d'affaires est encore largement apporté par les boutiques physiques. Par contre, pour reprendre les propos de Nicolas, l'omnicanal est vraiment une tendance qui fait plus que pointer le bout de son nez, comme si je pourrais dire, mais qui est une réalité. Donc il y a le président de Belk, qui est une société très connue outre-Atlantique, qui nous montre qu'un client qui dépense 100 $ par an online, qui est également consommateur, enfin pardon, un client qui est également un client qui va dépenser de l'argent dans les boutiques physiques va dépenser 350 $ contre le consommateur qui a dépensé en boutique online. Par contre, le consommateur qui est à la fois consommateur en boutique physique et online, lui va dépenser 1000 $ par an. D'accord ? Donc on va s'apercevoir que la valeur du client qui est omnicanal, multicanal également, dépense plus d'argent. Cette tendance est confirmée par Walmart. En fait, Walmart nous montre qu'un chiffre d'affaires dépensé uniquement donc en store, en boutique physique, il est 3,5 fois supérieur quand il est en boutique physique plus en boutique online. 4 fois supérieur quand c'est en boutique physique plus la dépense est faite sur le mobile. Et enfin, 6 fois supérieur quand le client cumule les 3 canaux, c'est-à-dire physique, online et mobile. Donc c'est loin d'être juste une tendance, c'est vraiment une réalité. Donc le client qui cumule les points de contact avec l'enseigne, donc points de contact internet, mobile et physique, dépense beaucoup plus d'argent qu'un client uniquement monocanal. Donc on s'aperçoit qu'il faut nouer un dialogue individuel multicanal avec ses clients et ses prospects. Mais alors qu'est-ce qu'on va dire dans ce dialogue ? Alors en fait, il faut envoyer des communications, des messages qui seraient pertinents. Et on le sait tous, on est tous des consommateurs, on reçoit tous énormément de messages dans nos boîtes aux lettres mail et physiques. Qu'est-ce qui va faire qu'on va lire la communication d'une marque plutôt qu'une autre, prendre de l'intérêt et finalement passer à l'achat ? Tout d'abord, ça va être la pertinence de l'offre et de l'information. Il faut que cette information et cette offre soient ultra personnalisées pour montrer l'intérêt et pour que la personne ouvre, lise et achète. Mais alors, comment ultra personnaliser cette information ? D'abord, il va falloir stocker tout l'historique qu'a le client avec l'enseigne. Et on l'a vu, aujourd'hui, l'historique est omnicanal. Donc il va falloir stocker l'historique d'achat en boutique physique, l'historique de navigation web, l'historique de communication, l'historique d'enquête de satisfaction, plein d'historiques différents. Ensuite, il va falloir associer vos offres et vos produits entre eux. Parce que c'est très bien de proposer des produits, maintenant il faut calculer une appétence. C'est-à-dire que quand un client a acheté un produit, on ne va pas lui revendre le même produit ad vitam aeternam. À un moment donné, il va avoir besoin d'avoir des nouveaux produits. Et donc, il va falloir lui proposer un produit en appétence avec son premier achat, avec son premier intérêt. Et donc, associer vos offres, vos catalogues produits entre eux. En fait, on arrive dans la problématique de marketing direct, qui est de proposer la bonne offre au bon moment, en fonction de l'historique client. Donc, on va nouer un dialogue individuel multicanal, ultra personnalisé. Maintenant, le but du jeu, ça va être de l'automatiser. Pourquoi ? Puisque la relation client, comme on l'a vu tout à l'heure, quand on a plusieurs milliers, voire plusieurs millions de clients, c'est impossible de le faire individuellement, porté par une personne. Donc il faut que ça soit automatique. Donc en fait, pour porter une communication multicanal, omnicanal, il va falloir avoir les différentes coordonnées de son client. Donc bien sûr, les coordonnées email, postal, téléphone, GSM. Voilà. On va avoir besoin des différents points de contact pour pouvoir lui envoyer des communications sur les différents canaux. Ensuite, centraliser les différentes transactions, et ce par canal d'achat. Est-ce que mon client est plutôt un acheteur web, plutôt un acheteur
boutique, plutôt un acheteur mobile, et historiser tous ces achats. Voilà. Ensuite, on va historiser également sa navigation. Ça, c'est très important. C'est-à-dire qu'une personne aujourd'hui qui va acheter en boutique, avant, elle a été se renseigner sur vos sites internet. Elle a été visiter des produits. Elle a mis des produits dans son panier. Elle a abandonné des paniers. Elle a eu un comportement avant l'achat. Et peut-être même que l'achat n'a pas été fait sur ce canal. Mais elle a eu un comportement de visite auparavant. On estime, justement, je crois aux États-Unis, ça c'était l'année dernière, que plus de 50% des achats réalisés en boutique ont été influencés par le web. Donc on est vraiment dans ce domaine-là. Voilà, si on reprend effectivement la conférence ou le débat qui avait lieu hier soir, il y a 2 chiffres qui ont été donnés. Le premier chiffre, c'est que 25% en France, cette fois-ci, du trafic généré en boutique a été généré par le web, en fait, par les produits montrés sur le web. Et inversement, 25% des gens qui sont venus en boutique ont pour finir acheter sur le web. Donc on voit que les 2 canaux sont intrinsèquement liés. Et enfin, il va falloir avoir un catalogue produit dynamique. Pourquoi ? Pour tout simplement proposer la bonne offre au bon moment, il faut qu'on ait un catalogue produit qui va pousser en automatique la photo, le prix, le descriptif du produit. Ensuite, il va falloir historiser, comme on l'a vu tout à l'heure, la navigation réalisée sur votre site internet. C'est très 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 important, parce que ce n'est pas simplement une vitrine, c'est aussi un endroit où on va être capable de prendre la connaissance client. Donc on va tout simplement déposer un cookie sur l'ensemble des posts des visiteurs de votre site. Ce qu'on appelle un post, un device, ça peut être un PC, un Mac, une tablette, un iPhone, un smartphone, peu importe. En tout cas, chaque visiteur va avoir un cookie qui va se déposer sur sa machine. Dans ce cookie, on va historiser l'intégralité de sa navigation. Quel produit il a été voir, quel rayon, quelle catégorie, est-ce qu'il a fait des achats, est-ce qu'il a fait des paniers, est-ce qu'il les a abandonnés, est-ce qu'il les a transformés. Tout ça va être stocké dans le cookie. Maintenant, l'enjeu, ça va être de faire le lien entre votre base de données contact, et ces cookies. Et c'est à ce moment-là qu'intervient l'authentification. Il faut que la personne s'authentifie sur votre site internet. Alors, l'authentification, ça peut être s'inscrire à la newsletter, ça peut être un achat, ça peut être un log à son espace client, ça peut être également le clic dans un email, puisque l'email lui a été envoyé par son adresse, sur son adresse mail. Donc forcément, quand il clique, on l'a identifié. Et donc, une fois que cette authentification est faite, on va être capable de matcher la personne Gérard Dupont qui est dans votre base de données et la navigation qui est réalisée par le poste de Gérard Dupont sur votre site web. D'accord ? Et de se dire, Gérard Dupont, il achète en magasin, il a acheté 3 fois ces 6 derniers mois, mais il a visité également 10 produits sur votre site internet les 3 derniers mois. Peut-être un point important à rajouter là-dessus, on est vraiment sur la notion aussi du permission marketing, c'est-à-dire que le cookie va être déposé sur un device et donc sur une donnée non personnalisée. À un moment donné, on va essayer de faire le lien avec le consommateur. Donc je pense que ce qui est important de voir ici, c'est qu'on peut distinguer 2 types de tracking. Il y a un tracking qui est fait sur des visiteurs et à objectif de prospection. Et là, on est souvent sur des cookies tiers qui sont déposés sur notre site par des sociétés qui proposent des services de publicité ciblée, de type Criteo ou autre. Et le cookie enseigne. Et on peut effectivement ce tracking le faire à des vues de prospection, donc on le connaît déjà bien, et ce qui est moins fait pour le moment, à des vues de fidélisation. Et là, le cookie, il est posé par l'enseigne pour traquer ses propres clients avec lesquels il est déjà en relation, et on est dans un cadre de consentement qui est assez différent. Et les choses vont être de plus en plus importantes, et c'est pour ça qu'il est important de travailler aussi ses clients. Je lisais en venant ce matin dans le train que Firefox sortait là sous peu la nouvelle version de son navigateur avec activé par défaut la désactivation de tous les cookies tiers. Donc ça va être par défaut. Et c'est une vraie question. Et c'est est-ce que, à un moment donné, comment je fais vis-à-vis de mes clients pour pouvoir leur proposer un dialogue personnalisé, il faut bien à un moment donné que je puisse les reconnaître, que je puisse voir qu'ils sont venus. Quand il vient dans le magasin, je peux le reconnaître, je le vois, c'est quelqu'un que j'ai l'habitude de voir sur le site web. Si le client ne m'autorise pas à mettre un cookie, je vais avoir du mal. Donc bien se positionner par rapport à ce consentement et voir ce qui est en train d'arriver et donc l'importance du cookie enseigne et de la gestion de la relation avec ses propres clients, parce que dans le champ de la prospection, ça devient en fait de plus en plus dur. Merci. Donc le but du jeu, c'est de nouer un dialogue individuel, multicanal, ultra personnalisé, automatique. Mais alors, est-ce que ça sera tout ? Donc on l'a vu, et encore ça nous a été confirmé par la conférence juste avant nous, le but du jeu, c'est de scénariser des campagnes réflexes. Alors ce qu'on appelle une campagne réflexe, en fait, c'est automatiser l'envoi d'une campagne suite à une action de vos clients et prospects.
Pour un client, la meilleure action, bien sûr, c'est l'achat. Mais pour un prospect, ça va être une inscription à la newsletter et l'envoi d'un welcome pack. Ça va être la visite d'un produit, l'abandon d'un panier. Voilà, on va le voir, il y a différentes campagnes réflexes possibles. Ensuite, c'est de faire du multicanal intelligent, ou de l'omnicanal, comme vous voulez. Et ce multicanal, en fait, le but du jeu, c'est de porter automatiquement le bon message sur le bon support. Et j'insiste bien sur automatiquement. En fait, un courrier papier, tout le monde le sait, ça vaut plus cher qu'un email. Donc peut-être que le courrier papier, on va le réserver à des qualités de clients ou à des produits spécifiques. Plus le client, par exemple, aura une valeur élevée via une segmentation de type RFM, plus on pourra, par exemple, dépenser de l'argent dans un canal onéreux. Donc par exemple, le courrier postal ou un call center. Pareil pour le coût du produit. Bien sûr, si on vend un produit à 10 €, ça ne nécessite peut-être pas l'envoi d'un courrier papier. Si on vend un produit à 1000 €, là peut-être qu'un courrier à 4 ou 5 € affranchissement compris, ça vaudra le coup. Donc le but du jeu, c'est d'identifier des critères, des variables dynamiques qui pourront indiquer automatiquement le bon canal sur lequel envoyer la communication. Ensuite, il faudra ultra personnaliser l'offre via de la recommandation produit. Et ça, c'est très très important. Pourquoi? Parce qu'il y a encore énormément de boutiques en ligne qui vont sans cesse renvoyer une promotion sur le produit qui a été acheté. Et quand on y réfléchit, c'est un peu stupide, puisque la personne vient d'acheter le produit, et quand vous allez vous promener sur le site web, vous allez tout le temps avoir une promotion sur le même produit que vous venez d'acheter. Le but du jeu, la personne vient d'acheter un produit, on va lui proposer un produit complémentaire, un produit qui est en appétence avec son achat, et non pas forcément toujours le même produit en boucle. Ensuite, on va appliquer à ça des règles métiers pour que vous proposiez les produits qui vous arrangent. Parce que dans votre catalogue produit, il va y avoir des liens, des associations de produits qui vont être faites entre elles. Maintenant, il y a peut-être des produits que vous n'avez plus en stock, il y a peut-être des produits qui sont plus rentables que d'autres. Et donc, le but du jeu, ça va être de donner des règles métiers qui sont propres à votre enseigne pour que vous poussiez les produits qui vous arrangent et pas simplement les produits qui tombent dans l'association produit. Et enfin, on va le voir, donc dans ces campagnes réflexes, il va y en avoir un certain nombre, j'en ai cité quelques-unes, on va le voir, il y en a beaucoup de possibles. Le but du jeu, ça va être de prioriser, de hiérarchiser ces différentes campagnes entre elles. Parce qu'une fois qu'on en a mis 1, 2, 3, ça va, mais quand on en a 10 ou 15, ça devient très compliqué à gérer. Et plusieurs clients peuvent être éligibles à plusieurs scénarios en même temps. Exemple, Sophie, qui a été sur votre boutique en ligne, sur votre site internet, a visité différents produits, a créé un panier, a abandonné son panier pour finir acheter son produit en boutique physique. Le lendemain, elle serait éligible par exemple à 3 scénarios. Visite produit, abandon de panier, remerciement suite à l'achat boutique. Elle ne va pas recevoir 3 communications. Donc il va falloir prioriser quelle est la communication la plus importante à lui faire parvenir. Donc en fait, depuis tout à l'heure, on parle d'un mot très simple, on parle du trigger marketing. C'est-à-dire qu'un dialogue individuel ultra personnalisé et automatique, ça s'appelle un trigger. C'est un déclenchement, c'est une campagne réflexe qui va être automatiquement déclenchée suite à une action du client ou du prospect. Et maintenant, je vais vous parler des 5 meilleurs triggers à mettre en place. Donc le premier, on l'a vu, c'est le remerciement. Tout simplement, remercier vos clients. Ils achètent, on les remercie, c'est normal. Mais alors, c'est pas normal pour tout le monde. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans le web, on a tendance à le faire systématiquement. Mais quand quelqu'un achète en boutique, à part le vendeur ou le caissier, il n'y a personne qui le remercie. Donc là, ça va vraiment être le but du jeu de envoyer soit par mail, soit par courrier postal, soit via un appel, remercier l'achat qui a été fait, même s'il a été fait en boutique. Ensuite, le merci, bien sûr, online. C'est déjà fait assez souvent, on va dire, par les commerçants. L'abandon de panier, la navigation sur le site web et la relance des inactifs. Je vais les détailler un petit peu plus. Alors ici, c'est un exemple de remerciement à J+3 suite à un achat boutique. Alors, d'après tout ce que j'ai expliqué tout à l'heure, c'est relativement simple d'avoir l'information de l'achat du client, même si ça a été fait en boutique physique. Comment? Tout simplement via, par exemple, une carte de fidélité. Sophie est enregistrée dans votre base de données parce qu'elle a une carte de feed. Donc forcément, son ticket de caisse, même s'il a été fait en boutique physique, est relié à son ID client. Et donc, on a tous ces achats qui ont été faits dans la journée. On a pourquoi pas le vendeur qui a permis de closer la vente. Et donc, on a plein d'informations. Donc, à J+3, on est capable de dire « Erwan, votre vendeur, vous remercie d'être venu en magasin. Et la petite robe que vous avez achetée, c'est un très bon choix. On vous en remercie. Est-ce que vous saviez qu'on peut vous proposer les chaussures qui vont avec votre petite robe ?» Et voilà, systématiser la recommandation produit dans le remerciement. C'est-à-dire qu'on la remercie, elle a déjà sa petite robe, on va arrêter de lui parler de sa robe. On va lui parler maintenant de ses chaussures. Ensuite, un deuxième exemple, là cette fois-ci c'est sur le remerciement web. Donc là c'est l'un de nos clients, on travaille avec Staples JPG, donc fourniture de bureau, qui vend des appareils photo comme son nom l'indique.
Là, c'est Staples Canada. Et bien tout simplement, ils ont une profondeur de catalogue produit avec 50 000 produits. C'est énorme. Donc ils ne peuvent pas avoir des petites mains qui calculent les associations produits entre elles. Donc en fait, ils font confiance à notre moteur de recommandation produit qui va associer les différents produits entre eux. C'est tout bête, mais cet appareil photo fonctionne avec des piles. La personne qui achète l'appareil photo, on lui propose des piles. Ensuite, il y a également la formation pour pouvoir se servir de l'appareil photo. Et donc, on va proposer une formation, pas pour devenir photographe professionnel, mais pour pouvoir se servir de l'appareil photo. Donc voilà, c'est tout simplement les produits qui sont le plus en appétence et qui sont le plus souvent achetés avec cet appareil photo. Ensuite, l'abandon de panier. Donc, c'est très bien de le mettre en place. Il y a souvent beaucoup d'e-commerçants qui l'ont déjà mis en place, sauf qu'on s'arrête souvent à une relance. Voilà votre panier que vous avez abandonné. C'est dommage, parce que généralement, ça ne suffit pas. Donc en fait, il faut mettre une politique de rebond et de prévoir, si la personne n'achète toujours pas suite à sa relance d'abandon de panier, de le relancer une fois, 2 fois, 3 fois, AJ+1, AJ+5, AJ+10, et systématiquement proposer des autres produits en appétence. Je reviens dessus parce que c'est très important. Si la personne a fait son abandon de panier, c'est qu'il y a une raison. C'est que soit votre produit ne lui plaisait pas, soit elle l'a acheté chez vous mais en boutique physique, soit elle l'a acheté chez le concurrent. Et donc systématiquement lui renvoyer que le panier qu'elle a abandonné, ça ne marche plus. Elle l'a déjà ou alors elle n'en veut pas. Donc il faut lui proposer un produit qui correspond à son panier abandonné. Toujours de la recommandation produit. Et là, c'est un point très important. L'idée derrière ce type de mécanique marketing, c'est de dire je prends le prétexte de chaque contact pertinent au bon moment. Il vient d'abandonner un panier, il vient d'acheter, pour faire une proposition commerciale pertinente et augmenter mon chiffre d'affaires et augmenter la satisfaction de mon client, puisque je lui montre que je sais effectivement être à côté de lui et le nourrir et lui proposer des produits pertinents. Ensuite, la navigation sur le site web. Donc là, c'est très important également. Votre client visite vos produits. Maintenant, il ne fait peut-être pas de panier, parce qu'il a juste envie de visiter, de connaître le descriptif, de connaître le prix, et puis ça lui suffit. Donc là, on va être capable d'identifier cette personne, ce visiteur. C'est bien Gérard Dupont, et vous l'avez bien en base de données, via le cookie qu'on a déposé sur sa machine. Et donc même s'il n'a pas fait de panier, on est capable de l'identifier, et le lendemain, de lui proposer le produit qu'il a visité. Mais aussi les produits les plus en appétence avec ce même produit. Donc voilà, donc là par exemple, on le voit avec un petit taux, hein, c'est-à-dire que les taux de transformation sont 5 fois supérieurs sur ce genre d'email qu'un email massif. C'est très important. Il ne faut surtout pas sous-estimer la puissance de ces campagnes trigger. Et enfin, pareil, c'est un de nos clients américains, donc Eastwood, hein, c'est de la vente de matériel en pièces détachées automobiles. La relance systématique des inactifs. Ce qu'on appelle nous inactifs dans notre jargon, ce sont les gens qui ont acheté mais qui n'achètent plus depuis par exemple 6 mois, 1 an. Donc c'est voilà, des anciens clients. Cette relance systématique est très importante, c'est-à-dire qu'on va faire de temps en temps des campagnes push, reprendre les gens qui étaient anciennement clients pour leur proposer une offre promo très intéressante. C'est très bien, sauf qu'on va passer à côté de pas mal d'anciens clients. Là, le but du jeu, c'est tous les 6 mois, vous n'avez pas acheté depuis 6 mois, tac, un message est envoyé automatiquement avec une promotion par exemple, et avec surtout les produits les plus en appétence avec votre comportement passé de client. Voilà, donc là je vais vous résumer un petit peu ces différents triggers multicanaux. Donc le but du jeu en fait, c'est de faire moins de campagnes massives, moins de campagnes push pour réduire d'une part vos coûts, mais surtout pour être beaucoup plus pertinent. Et donc réduire l'attrition de vos bases. Puisque forcément, et vous le savez également, vous êtes des consommateurs, vous recevez tous des campagnes push qui ne sont pas du tout ciblées, et vous en avez marre, vous vous désinscrivez, vous désabonnez. Et donc, entre guillemets, la marque perd vos coordonnées, perd votre connaissance et perd la connaissance de votre comportement. Donc là, le but du jeu, c'est de réduire cette attrition de votre base et que la baignoire, comme on a tendance à dire, se vide moins vite qu'elle ne se remplit. Ensuite, c'est d'augmenter les taux de conversion. En fait, on va s'apercevoir que ces triggers marketing, que ces campagnes réflexes génèrent des transformations bien supérieures aux campagnes massives. Et surtout, transforment beaucoup plus. Ça va être le but, ça va être également d'augmenter le taux de réachat. Puisque un client qui a acheté, si on lui envoie des offres pertinentes, il va réacheter. Donc vous allez tout simplement augmenter vos taux de réachat. Augmenter le panier moyen par le même mécanisme. Et surtout, mettre en place des campagnes qui ne mobilisent pas vos équipes marketing. Que ce soit des campagnes qui soient set it and forget it. Ça veut dire que ces campagnes réflexes tournent sans même que vous en préoccupiez et vous ramènent du chiffre d'affaires additionnel. Sur le taux de conversion, ce qu'on peut dire, c'est qu'on a l'habitude de dire, bon, bah, je fais 100 de trafic, combien j'ai de ventes? Je crois qu'en France, le taux de conversion moyen, il doit être encore en dessous de 2%. C'est énorme. On a l'habitude de dire, je crois qu'en magasin, on doit être aux alentours de 50%. 2%.
Mais la moyenne, c'est un indicateur très mauvais parce qu'il cache de grandes disparités. En fait, ce qu'on va s'apercevoir, si on regardait dans le détail ce taux de conversion, on s'apercevrait effectivement que c'est peut-être 1,2% ou 1,5% sur du trafic de nouveaux clients, et c'est peut-être du 4, du 5, du 8% sur des clients déjà connus, fidèles. Et la moyenne, elle ne montre pas effectivement qu'on a une partie du trafic important sur ses propres clients et que ces gens-là convertissent de façon beaucoup plus importante. Donc l'objectif, en rentrant en dialogue avec eux et en augmentant leur engagement, c'est d'augmenter de façon très significative, on l'a vu avec les taux d'ouverture 5 fois plus importants dont parlait Benoît, c'est d'augmenter de façon très significative, encore une fois, le taux de conversion des clients actifs qui représente peut-être 5, 10, 15, 20% du trafic général avec un taux naturel qui est déjà 8 fois supérieur, qui va devenir 8,5 fois supérieur. Et là, ça va avoir un impact très très important sur le taux de conversion global. Et c'est vraiment ça qu'il faut avoir en tête quand on pense fidélité et trigger marketing. Effectivement, pour confirmer les dires de Nicolas, en fait, on s'apercevra que uniquement 10% de votre base de données va être ciblée dans les triggers marketing. Il pleut. J'ai l'impression qu'il pleut très fort. Donc oui, je disais simplement 10% de votre base de données va être ciblée. C'est-à-dire que ça va être vos meilleurs clients, ça va être vos meilleurs prospects. C'est ceux qui ont une interaction forte avec votre marque, avec votre enseigne, qui vont recevoir ces campagnes réflexes. Donc là, je vais vous présenter un peu la solution qu'on met à disposition de nos clients pour répondre à ces besoins. Donc là, on va reprendre l'exemple de Sophie, j'aime bien cet exemple, où elle achète sa petite robe en magasin et le lendemain, elle va recevoir un email la remerciant de son achat et lui proposant les chaussures qui sont généralement achetées avec cette même petite robe. Exemple dans le sens inverse, là c'est David qui achète sur internet un casque qui est quand même assez cher et qui vaut le coup pour qu'il reçoive un courrier à J+2 ou J+3, un courrier postal dans sa boîte aux lettres, lui proposant les enceintes de la même marque qui sont elles aussi assez onéreuses. Là, sur le choix des canaux, il peut y avoir effectivement des notions de valeur client. Il y a aussi d'autres notions, des notions très qualitatives. Par exemple, on travaille avec Nocibé. Et Nocibé, ils travaillent avec des marques, et des marques de luxe. Quand on vend effectivement du Dior, du Chanel, ce sont des marques qui ont des exigences de qualité très très importantes et qui disent à un moment donné, moi, ok, j'ai bien compris le trigger, ça m'intéresse de relancer les gens qui achètent du Dior. Mais déjà, quand vous allez les relancer parce qu'ils ont acheté du Dior, vous allez leur remettre du Dior et pas autre chose. Donc il y a des règles métiers très particulières. Et surtout, ils vont dire, moi, je suis une marque de luxe. Et le luxe, on a des exigences. Et là, ils vont effectivement dire, ça ne peut passer que par le papier. Et il va falloir du papier avec des impressions dorées, avec des choses très très fines. Donc c'est là où le multicanal, effectivement, est important, à la fois aussi pour ce type de problématique de marketing et veiller à la qualité de sa marque. Parce qu'on sait bien que la marque est un des actifs les plus importants de la société. Effectivement, et puis cette notion également d'omnicanal intervient également dans, on va dire, l'organisation de vos sociétés. C'est-à-dire que uniquement une personne qui s'occupe du courrier postal et une personne qui s'occupe des emailing, ça ne peut plus marcher. Il faut qu'il y ait une cohérence entre les différentes communications. Et effectivement, envoyer un courrier postal parce qu'un achat a justifié l'envoi d'un courrier postal, pas parce que simplement on a envie de faire une campagne push. Donc on va revenir sur ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire les 5 on va dire, variables on va dire, à prendre en compte pour faire des campagnes réflexes. La première, c'est d'avoir un certain nombre de scénarios, de triggers en place. Donc on l'a vu, il va y avoir remerciement suite à l'achat, abandon de panier, visite produit, etc. Ensuite, ça va être de faire du multicanal intelligent. Donc voilà, je viens de vous le dire, avec pourquoi pas une segmentation. RFM par exemple, mes clients Gold vont recevoir à un moment donné un courrier postal, mes nouveaux clients vont recevoir un email ou un SMS par exemple. Ensuite, faire de l'association produit. Associer à cette association produit des règles marketing pour pousser, par exemple, uniquement les produits disponibles en stock le jour J. Et enfin, hiérarchiser les scénarios entre eux. Pour faire tout ça, on va avoir besoin donc d'une base de données contact, prospect client, de différentes transactions, que ce soit les transactions offline mais également online, le catalogue produit, donc un catalogue produit, par exemple celui qui est sur votre boutique en ligne, c'est très facile à exploiter, donc avec des visuels, des prix, des descriptifs. Et enfin, on va venir taguer l'intégralité des pages web de votre site. D'accord ? Donc j'insiste vraiment sur l'intégralité, que ce soit les catégories, les rayons, les produits, les paniers, etc. Et donc on le voit avec un magnifique petit cookie. Voilà, donc en fait on va venir créer des rouages entre différentes typologies de clients, donc qui vont s'identifier tout seuls en fait. Il va y avoir les clients only web, les clients uniquement magasin, les clients qui sont multicanaux, et puis les anciens clients, les inactifs. Et donc on va venir incrémenter là-dessus un certain nombre de campagnes réflexes.
et qu'on va hiérarchiser entre elles. Donc ici, j'ai donné l'exemple de 10 campagnes. Voilà, les 5 scénarios gagnants dont je vous ai parlé tout à l'heure sont bien sûr dans les 10 exemples. L'intérêt des hiérarchies, c'est que chaque jour, on va regarder est-ce que Nicolas Giard est éligible au numéro 1 ? Non. Au numéro 2 ? Non. Au numéro 3 ? Oui. Et il reçoit le numéro 3. Et tous les jours, ça tourne comme ça. Ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, on a hiérarchisé, on évite la surpression commerciale, mais en plus, on comprend que l'on va construire dynamiquement le plan de relance pour chaque client. Ce n'est pas moi qui ai pensé a priori un arbre de décision qui va durer pendant 10 semaines, oui, non, oui, non. Avec ce type de mécanique, on va dynamiquement construire pour chaque client, en fonction de son action, un plan de relance complètement personnalisé. Ça, c'est assez nouveau, c'est assez intéressant aussi. Donc effectivement, il existe déjà un certain nombre de solutions qui permettent de faire du trigger marketing, même si bien souvent il est monocanal. Là, donc, on l'avait compris, c'est du multicanal, mais surtout c'est très très long généralement à mettre en place et c'est très onéreux. Ça permet de faire beaucoup de choses, et entre autres du trigger marketing, mais avant d'y arriver, avant que les premiers triggers partent, ça peut prendre un certain nombre de temps, de mois, voire d'années. Là, le but du jeu, c'est d'intégrer une solution qui vous ramène du chiffre d'affaires additionnel très très rapidement. Là, on parle d'une intégration en un mois. Puisqu'en fait, on parle d'une intégration qui vient se plugger sur votre système d'information existant et qui ne vient pas le modifier. C'est très important. Donc voilà, donc en fait, on va aller chercher les données de type base de données contact, on va aller chercher les données de type catalogue produit, les mettre à jour tous les jours, bien sûr, et puis les données transactionnelles. Et enfin, on va venir se plugger, puisqu'on n'est pas exécutant, à vos prestataires habituels, qui sont vos routeurs email, vos imprimeurs papier, vos centres d'appel, etc. Donc ça, ce sont un processus qui est assez général dans le type de solution externalisée. On sera très heureux avec ceux que ça intéresse de rentrer dans le détail de ces scénarios-là, de cette mise en place et en particulier avec notre solution. Il reste, je crois, 4-5 minutes avant la fin de la conférence. Donc on voudrait les prendre pour répondre à vos questions si vous avez des questions. Après, sinon, on est disponible également sur notre stand. Si vous n'avez peur de lever la main, on peut très bien répondre à vos questions sur notre stand. De façon beaucoup plus discrète et personnalisée. Bien sûr. Y a-t-il des questions? Oui, là-bas au bout. Ah oui, alors le micro, voilà. Ah, très bien, le micro sans fil. Bonjour. Bonjour. J'ai trouvé que les scénarios trigger étaient très intéressants. J'ai quand même une question. Est-ce que ça peut pas être perçu comme quelque chose d'un peu intrusif, voire très harassant pour un consommateur, s'il n'a plus envie de venir sur un site, par exemple, le fait de recevoir sans arrêt des messages d'un site, est-ce que c'est pas plus agaçant finalement que motivant? Alors, il ne va pas les recevoir. On n'est pas là, on est plutôt dans le champ de la fidélité. Donc, c'est un client qui vient sur un site sur lequel il a déjà acheté et sur lequel il vient de faire un comportement. Donc, on va lui envoyer un message qui nous paraît assez peu intrusif et assez pertinent. C'est « Cher Nicolas, vous êtes notre client, merci, vous êtes intéressé par tel produit, est-ce que je peux vous aider dans votre recherche d'informations ? Un abandon de panier, est-ce que je peux vous aider à finaliser ?» D'accord ? On n'est pas dans le cas où je vais sur un site sur lequel j'ai jamais acheté et puis en me promenant encore sur un autre site, je reçois des informations ou je reçois des emails dans ma boîte aux lettres non sollicités. On est vraiment dans le champ de la relation commerciale entre une enseigne et ses clients. Et a priori des clients actifs qui sont engagés avec la marque et qui sont à la recherche d'informations. Donc je réponds. Ensuite, à travers la hiérarchie et à travers des règles qu'on appelle des règles de capping, on peut effectivement gérer la pression commerciale et faire en sorte, au bout d'un certain temps d'inaction, de laisser se reposer le client et revenir vers lui un petit peu plus tard. Tout ça, ça va être fait avec la création des scénarios et la hiérarchisation. Cette hiérarchie, elle va permettre effectivement d'avoir une vision complète de la relation avec le client et de ne pas le faire rentrer justement dans un tunnel où on va le dire « il n'a rien fait, je le relance, je le relance, je le relance, je le relance pendant 6 semaines ». Et là, effectivement, on pourrait tomber dans de la surpression commerciale. Est-ce que ça répond à votre question ? J'ai tendance même à compléter, je pense que les campagnes massives sont beaucoup plus dangereuses pour le désabonnement et la désinscription que les campagnes de réflexe. C'est-à-dire que les campagnes massives ne sont pas du tout ciblées, tout le monde la reçoit et bien souvent, ne serait-ce qu'en lisant l'objet, on s'aperçoit qu'on n'est pas du tout intéressé et on en a marre. Surtout quand on en reçoit un par jour, comme c'est souvent le cas. Ce qu'on n'a pas dit aussi, et Benoît l'a dit à un moment donné, on ne parle pas d'envoi massif. C'est-à-dire qu'on s'adresse à des clients de l'enseigne qui ont fait une action ou qui ont été reconnus sur le site web. Donc finalement, les volumes journaliers sont assez petits. On va parler de quelques milliers, quelques dizaines de milliers d'emails qui vont partir.
Et quand un individu a été identifié un consommateur et doit recevoir un email trigger, bah, si le même jour on a un envoi toute base de la newsletter, il ne va pas recevoir l'envoi de la newsletter, il va recevoir que celui-ci. Donc on est sur des petites quantités et on joue vraiment le couple, effectivement, fidélité et pertinence. On est là-dessus. Et on en envoie quelques dizaines de milliers ou quelques milliers par jour. Je crois qu'avec une enseigne en B2B comme Staples, on doit être, on est à moins de 10 000 par jour, peut-être 3 4 000 par jour. Mais c'est la pertinence et la répétition qui va être intéressante. Et j'avais en tête, je crois qu'un client doit recevoir peut-être 4 messages de type trigger en un mois parce que c'est quelqu'un qui est engagé. Et on parle bien des clients les plus engagés avec la marque. C'est celui qui vient d'acheter, c'est celui qui visite mon site et dont j'ai déjà de l'information et dont je vais pouvoir, grâce à l'analyse de l'historique d'achat passé, offrir quelque chose de pertinent. Donc on est vraiment dans un champ qui est assez loin du harcèlement, nous semble-t-il, et de la surpression commerciale telle qu'on peut la sentir dans le champ de la prospection, par exemple. Peut-être une autre question? Eh bien non, a priori non. Un grand merci pour votre présence et on reste bien sûr à votre disposition ici quelques instants ou sur notre stand à l'entrée. Merci beaucoup et très bon salon. À bientôt. Merci.